Chaque matin, il repasse l'uniforme de sa fille et lui prépare son petit déjeuner avant l'école. Ce que personne dans ce quartier tranquille ne sait, c'est que cet homme a porté une arme pour son pays pendant des années et que, dans quelques heures à peine, il va redevenir exactement celui qu'il était avant. L'histoire commence par une soirée banale. Kim descend du bus après le travail, fatigué, le genre d'homme qu'on ne remarque jamais dans une foule. Un voyou, assis dans une voiture garée, lui balance une cigarette allumée dessus, comme ça, sans raison. Kim ne réagit pas, il essuie la cendre sur sa veste et continue son chemin, tranquillement, comme si de rien n'était. Le voyou, lui, n'en reste pas là. Il démarre sa voiture, l'accroche exprès avec son rétroviseur, puis sort en gueulant que c'est Kim qui l'a percuté. Kim s'excuse. Il baisse la tête. Il dit « pardon » en espérant que ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là. Le type l'attrape par le col, le pousse au sol devant tout le monde, lui met un coup qui lui fend la lèvre. Un voisin, Monsieur Lim, qui tient le pressing de la rue, regarde toute la scène sans rien dire, sans bouger. Kim ne riposte pas une seule fois. Pas parce qu'il est faible, non, mais parce qu'il sait très bien qu'on surveille le moindre de ses gestes et que le jour où quelqu'un verra ce qu'il sait vraiment faire, cette vie tranquille qu'il a payée si cher disparaîtra en un instant, sans retour possible. Cette vie-là, elle lui coûte cher, chaque jour, sans exception. Il se lève tôt pour préparer le petit déjeuner de sa fille, Minji. Il repasse son uniforme avec soin. Il prépare son sac pendant qu'elle traîne encore au lit. Elle, à peine si elle le regarde. Elle s'agace dès qu'il traîne un peu trop près de la porte comme s'il l'empêchait de respirer. Elle lui a déjà dit, plus d'une fois, que son linge sent le vieux et que désormais, ils laveront leurs vêtements chacun de leur côté. Quand il remplit le formulaire de contact d'urgence de l'école, il n'y a presque rien à écrire. Pas de mère, pas de frère ni de sœur, juste son nom à lui et le numéro de la seule amie proche qu'elle est, Hye-ryong. À la banque, Kim est de ceux qui repèrent la moindre dépense suspecte, ce qui agace profondément son patron, Kang Hak-soo. « Mange plus de poissons, ça te rendra plus malin », lui lance-t-il avec mépris, avant de classer ça comme frais professionnels, sans plus de discussion. Kim encaisse, comme toujours. Il retourne à son bureau et se met à chercher discrètement des objets d'autodéfense, parce que l'anniversaire de Minji approche à grands pas, et que la correction de la veille lui trotte encore dans la tête. Sa collègue Sangha le surprend en pleine recherche, comprend que c'est pour sa fille, et le convainc de faire tout autre chose. Un t-shirt de marque, hors de prix, mais exactement le genre de cadeau qu'une adolescente veut vraiment porter. Kim hésite devant le prix affiché. Sangha lui répond que le jour où sa fille lui demandera ce qu'il a fait pour elle, voilà sa réponse, toute trouvée. Il l'achète. Il le cache dans un tiroir, bien à l'abri. Il s'imagine déjà son visage quand elle l'ouvrira. Au lycée, Minji est déjà une cible, sans même qu'elle s'en rende vraiment compte au début. Une fille du nom de Hye-ri, la fille du président Ju, à la tête d'un empire du BTP, mène une petite bande qui se moque d'elle sans relâche, qui dit qu'elle sent le vieux, qu'elle n'a pas de mère, qu'elle est pauvre. Ça s'aggrave par petites touches, jour après jour. Sa tenue de sport disparaît de son casier, on la retrouve jetée à la poubelle comme un déchet. Un garçon, Namhoon, le beau gosse du lycée, celui que toutes les filles regardent, lui prête sa veste à la place, sans hésiter une seconde. C'est gentil de sa part. C'est aussi une erreur qu'il ne mesure pas encore. Hye-ri voit la scène de loin, dans la cour, et sa jalousie se transforme en quelque chose de bien plus mauvais que de simples moqueries. Ce soir-là, Kim a son unique rendez-vous fixe de l'année, un dîner avec Han-soo et Jin Cheol, deux vieux amis qui ont tout l'air, sur le papier, de bons pères de famille un peu ronchons et fatigués. Ils ne le sont pas vraiment, pas complètement. Tous les trois ont été autre chose autrefois, quelque chose de bien plus sombre, et ils ont enterré ça de la même manière que Kim, chacun à sa façon. La soirée dégénère quand une bande de voyous, les mêmes que ceux de l'arrêt de bus, comme un mauvais hasard, s'en prend au restaurant, force Jin Cheol à faire des pompes devant tout le monde, se moque ouvertement de la photo de sa fille imprimée sur son t-shirt. Jin Cheol encaisse un moment, puis finit par craquer d'un coup et met tout le monde au tapis, seul, sans un mot. La police arrive peu après. Jin Cheol se fait arrêter. Le lendemain matin, Namhoon rend son uniforme à Minji. Ils discutent un moment, rient un peu, comme deux ados normaux. Hye-ri les observe de loin, immobile, et cette fois, elle décide que Minji est un problème qu'il faut régler une bonne fois pour toutes. Deux filles coincent Minji entre deux cours, la traînent dans un local de rangement à l'écart, l'accusent de courir après Namhoon dans son dos. Minji essaie de s'expliquer calmement. Hye-ri ne veut pas d'explication, elle veut la voir à genoux, devant elle, tout de suite. Quand Minji refuse net, Hye-ri l'attrape par les cheveux et la plaque violemment au sol.
Minji se défend, dur, bien plus dur que ce à quoi Hiyeri s'attendait de sa part. Et pendant quelques secondes, c'est elle qui prend le dessus dans l'échange. Puis un garçon du groupe de Hiyeri, Min-ho, lui bloque les bras par derrière sans prévenir, et Hiyeri finit le travail, une brique ramassée par terre, en pleine tête. Minji s'effondre d'un coup. Les élèves autour dégainent leur téléphone dans la panique. Min-ho les confisque tous et menace tout le monde de se taire. Ils sont complices maintenant, dit-il froidement. Et lui n'a plus rien à perdre de toute façon. Paniqué, Hiyeri appelle un contact du gang de Golden Teeth. Celui qui décroche, Min Cheol, est en train de faire pression sur un homme pour une dette impayée quand l'appel arrive. Son patron, celui que tout le monde appelle Golden Teeth, surprend la conversation, entend le nom qui compte et décide de s'en occuper lui-même. Il a une vieille rancune contre le président Ju depuis des années. Aider à enterrer le secret de sa fille vaut bien plus que de l'argent, à ses yeux. Ces hommes chargent Minji, inconsciente, dans le coffre d'une voiture et raccompagnent Hiyeri chez elle. En chemin, Golden Teeth enregistre discrètement toute la conversation. Hiyeri qui confirme ce qui s'est passé, Hiyeri qui lui demande de faire disparaître le corps. Cette nuit-là, Kim ne sait rien de tout ça. Il pense que Minji dort chez Hiyeri Young, comme elle l'avait prévenu la veille, après leur dispute, après qu'il se soit incliné devant le président Ju à la réunion de l'école, se soit excusé en son nom et qu'elle lui ait crié dessus pour ne pas l'avoir cru, pour avoir plié devant l'argent au lieu de la défendre. Il l'attend quand même. Il prépare son gâteau d'anniversaire. Au matin, elle n'est toujours pas rentrée. Il appelle Hiyeri Young. Hiyeri Young lui dit que Minji n'est jamais venu. Quelque chose se glace dans la poitrine de Kim. Il court jusqu'à l'école, trouve Nam-hoon couvert de bleu tout frais. Nam-hoon avoue, le message qui a fait venir Minji ne venait pas de lui. Des voyous l'ont coincé, lui ont volé son téléphone, ont envoyé le message eux-mêmes. Kim remonte la piste jusqu'au point de rendez-vous, derrière l'école, et trouve une flaque encore fraîche, et à côté, un élastique à cheveux. Il le reconnaît tout de suite, celui de Hiyeri. Sa mémoire ne se trompe jamais, pas après tout ce qu'il a vécu. Hiyeri et un des hommes de Golden Teeth reviennent sur les lieux vérifier qu'il ne reste rien, en rigolant, persuadés que la pluie a tout effacé. Kim est déjà là, à les attendre. Il brandit l'élastique et demande si c'est le sien. Le voyou rit, le défie, lui arrache sa chemise en pleine provocation. Et en dessous, un corps couvert de vieilles cicatrices, de marques de projectiles. Toute une vie que personne à cette banque n'a jamais soupçonnée. 3 coups, c'est tout ce qu'il faut. Il attrape le type par la gorge et pose une seule question. « Où est ma fille ?» Suffocant, l'homme avoue qu'il ne sait rien de plus que la remise du colis, Hiyeri et quelqu'un du gang de Golden Teeth l'ont emmené. Et après ça, plus rien. Pour comprendre ce qui se cache sous ces cicatrices, il faut remonter le temps, loin en arrière. Des années plus tôt, Kim était encore agent actif du renseignement sud-coréen, chargé de neutraliser un directeur adjoint du bureau général du renseignement, Kim Jong-seon, en représailles pour toute une série d'agents infiltrés disparus dans des circonstances troubles. Il a intercepté le convoi seul, de nuit, dans un tunnel, neutralisé les gardes un par un, puis foncé avec la voiture de Jong-seon droit dans l'eau, plutôt que de l'achever sur place, dans l'espoir insensé de le ramener vivant côté sud. Ça n'a pas marché comme prévu. Il s'est traîné hors de la rivière, seul, à bout de force, le corps entier tremblant. Cette même nuit, Kim s'est précipité à l'hôpital. Sa femme, Im Yoo-jin, était en travail et l'accouchement avait mal tourné. Le bébé allait bien. Une fille. Yoo-jin, elle, n'a pas eu cette chance. Dans ses derniers instants, elle lui a seulement demandé de laisser le passé derrière lui et d'élever leur fille pour qu'elle devienne quelqu'un que le monde entier pourrait aimer. Puis, elle s'en est allée. Kim est entré dans le bureau de son supérieur, une arme à la main, et a exigé sa mise à l'écart définitive. Pas une requête, une exigence. Son supérieur a fini par céder et signer les papiers. Ce qui a suivi, personne à la banque ne l'a jamais su. Un homme qui conduisait autrefois des voitures droit dans des rivières, en train d'apprendre à préparer des biberons et à changer des couches à 3 heures du matin. Élever sa fille seule, parce que c'était la dernière volonté de sa femme. Et maintenant, dans le présent, cette même fille a disparu. Le téléphone de Nam-hoon avait été volé la veille par Min-ho, le voyou du premier épisode, qui s'en est servi pour attirer Minji au portail arrière avec un faux message. Hiyeri et sa bande l'y attendaient. Kim, pendant ce temps, rentre chez lui dans un appartement vide, sans se douter de rien. Le lendemain, Minji affronte directement Hiyeri, lui dit que le transfert d'école devrait suffire, que ça a assez duré.
Hyeri ne veut rien entendre. Elle veut la voir à genoux. Quand Minji refuse, « Je ne suis pas comme mon père, je ne m'inclinerai pas », Hyeri l'attaque la première, la met au défi de se défendre. Minji le fait et prend facilement le dessus, jusqu'à ce que Min-ho la retienne par derrière. Minji lâche une phrase qui va tout lui coûter. « Il t'a fallu toute une bande pour affronter une seule personne. Ça fait de toi une trouillarde. » Hyeri ramasse la brique. Retour au présent. Kim finit d'interroger Min-ho, exige de savoir où est sa fille. Min-ho lui donne l'adresse de Min Cheol avant que Kim ne poursuive sa route. À la banque, ses collègues remarquent son absence, l'appellent, sans réponse. Il est déjà chez lui, en train de préparer ses armes. Dans l'immeuble de Min Cheol, Kim tombe sur une famille sous pression pour une dette, la fille sur le point de servir de garantie. Il nettoie l'immeuble étage par étage, sauve la jeune fille, piège la sortie avec un fil avant que Min Cheol ne puisse s'échapper et le traîne dehors. Ailleurs, une vidéo de la bagarre de Jin Cheol devient virale en quelques heures à peine et atterrit dans une salle de surveillance du renseignement nord-coréen. Un analyste reconnaît Kim sur les images, l'examine de plus près et fait le rapprochement. Numéro 66. Le directeur Ri Eung-ryong veut le récupérer immédiatement sur le champ, mais son supérieur s'y oppose fermement, à cause des pourparlers de paix en cours entre le Nord et le Sud, trop sensibles pour prendre un tel risque. Ri Eung-ryong s'énerve, quitte la pièce en colère et se tourne vers un autre nom, Gang Seong. Le petit frère de l'ancien numéro 66, cet agent que Kim aurait, selon eux, éliminé de sang-froid pour lui voler son titre. Gang Seong est doué, il est furieux depuis des années, et c'est exactement ce qu'il faut à Ri Eung-ryong pour cette mission. De retour auprès de Kim, il travaille Min Cheol pour obtenir des informations sur leur réseau. Min Cheol tergiverse, joue la carte de la minorité, comprend vite que Kim n'a que faire des détails juridiques. Tant qu'elle est en vie, tu respires encore. Un message finit par tomber dans le groupe. Le corps a été pris en charge, faites taire les gamins. Kim rappelle le numéro. Les hommes paniquent effacent la conversation, disparaissent. Kim blesse Min Cheol à la jambe jusqu'à ce qu'il avoue la vérité. Il n'y a ni protection ni statut particulier. La police arrive avant que Kim n'ait fini. Au commissariat, Kim ne dit rien. Les policiers relèvent ses empreintes, le système renvoie accès refusé, son identité est verrouillée à un niveau que ce commissariat ne peut pas atteindre. Puis, son téléphone sonne sur la table des pièces à conviction. L'écran affiche « Ma fille ». L'histoire recule de 5 mois. Hyeri-young emprunte le téléphone de Minji à l'école, se moque de son ancienneté. Ce soir-là, Minji tente d'amadouer Kim avec un dîner soigné avant de lui demander tout net un nouveau téléphone. Il ne dit rien, sort simplement le sien, encore plus vieux que le sien d'Aël, et propose l'échange. Elle s'énerve, part se réfugier dans sa chambre. Ce soir-là, un téléphone flambant neuf l'attend sur son bureau avec un petit porte-clés en forme de cœur, un peu ringard. Elle sort en courant le remercier. « Je t'aime, papa. » Il lui répond qu'il l'aime aussi. Retour au présent. L'appel de ma fille ne donne rien. Pas de voix, pas de localisation, la ligne coupée en quelques secondes. Le renseignement sud-coréen essaie de tracer l'appel et se heurte à un mur. C'est un téléphone difficile à repérer. La localisation ne peut se faire que par signal. Et ça prend du temps. Kim, qui a profité de la confusion pour s'échapper, appelle les 2 personnes en qui il a le plus confiance. Sanga, de la banque, et Monsieur Lim, le tenant du pressing du quartier. Tous 2 abandonnent tout dès qu'il les appelle. Aucun des 2 n'est celui que Kim croit. Ce sont en réalité des agents infiltrés, chargés depuis des années de veiller discrètement sur lui. Chez le président Ju, sa femme le presse de s'occuper de Hyeri, qui refuse de sortir de sa chambre. Il ordonne à son assistant d'enquêter, et la piste mène droit à ses échanges avec Min-ho. Chez Kim, le nouveau numéro 66 tend une embuscade à Jin Cheol, qui l'attendait comme s'il avait tout deviné. Un combat improvisé dans la cuisine, Jin Cheol brandissant une poêle, se termine par le repli de l'agent nord-coréen plutôt que de risquer une défaite nette. Jin Cheol le poursuit sans réussir à le rattraper. Le téléphone de Kim est localisé au dojo de taekwondo de Hansu. Il met son ami au courant de tout et les 2 s'apprêtent à agir, pile au moment où l'équipe du directeur Kang débarque dans le dojo. Une fusillade en pleine course traverse tout le bâtiment. Hansu et Kim s'échappent dans un vieux véhicule, planqué là, mais toujours en état de marche. Sur la route, Jin Cheol appelle sur un téléphone emprunté, ignorant encore que Minji a réellement été enlevé. Il sait seulement qu'un agent nord-coréen
à débarquer chercher la famille. Une fois que Han-soo lui explique la situation en entier, il est bouleversé, prêt à tout pour aider. Le signal du téléphone de Min-ji est enfin localisé. Une salle de jeu clandestine tenue par un gang local. Kim et Han-soo foncent là-bas. Ils nettoient l'endroit pièce par pièce. Kim repère un homme portant le porte-clés en forme de cœur de Min-ji et met la salle à sac jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui debout. Toujours souriant, tenant le téléphone de Min-ji, léchant l'écran sur sa photo, se vantant d'avoir passé un bon moment avec elle la veille. Cette seule phrase fait tomber ce qu'il restait de retenu chez Kim. Il le frappe jusqu'à ce qu'il craque et la vérité sort. Il n'a jamais rencontré Min-ji. Le téléphone a été ramassé sur un sans-abri près de la gare de Hwasin. En parcourant l'historique d'appel, Kim ne voit que 2 noms, Papa et Hye-ryong, et comprend pour la première fois à quel point sa fille était seule, exploitée par la seule personne qu'elle appelait son amie. Une voix froide résonne derrière lui. Le nouveau 66 l'a retrouvé. Enfin, l'histoire recule à nouveau. Le briefing de cet agent par le renseignement du Nord, révélant qu'il s'agit du propre petit frère de l'ancien numéro 66, persuadé que Kim a trahi son frère pour lui voler son titre. Retour à l'affrontement. Sanga et M. Lim interrompent dès la scène, en joue, exigeant que Kim se rende jusqu'à ce qu'ils apprennent que Min-ji a été enlevé. Ils s'écartent alors, laissant un père continuer ses recherches. Au moment où Kim et Han-soo s'éloignent, Gang Seong s'empare d'une arme et retourne la situation. M. Lim est touché, mais un gilet sous ses vêtements le sauve. Sanga tient bon assez longtemps pour permettre à Kim et Han-soo de s'échapper proprement. Le groupe se retrouve avec Jin Cheol et file vers la gare de Hwasin pour retrouver le sans-abri qui avait ramassé le téléphone. Sous pression, il décrit une BMW blanche et un homme aux cheveux attachés qui a jeté l'appareil ce soir-là. Han-soo pirate les caméras et l'identifie, Kim Sang-man, du gang de Golden Teeth. Au repère du gang, une simple pomme de terre tendue par un sous-fifre plonge Golden Teeth dans une rage violente. Un retour en arrière révèle pourquoi. Des années plus tôt, son ancien patron, Yang Seok Cheol, avait poussé un rival du haut d'un immeuble pour maquiller sa disparition et forcer un projet de réhabilitation immobilière avant de tenter d'éliminer Golden Teeth, lui aussi, sans succès. Golden Teeth a retourné la situation contre lui et a pris sa place à la tête du gang. Quand le président Ju est venu le trouver ensuite, ayant repéré son potentiel, il l'a soumis avec une simple menace, le comparant à un chien sauvage qu'il fallait dresser, promettant de lui verser de l'eau bouillante dans la gorge jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jamais aboyer. Golden Teeth a supplié qu'on l'épargne, a juré de devenir son chien. C'est la laisse qu'il porte depuis, et, quelque part là-dedans, l'origine de son surnom. Les hommes de Golden Teeth transportent Min-ji, toujours crue morte, vers l'entrepôt frigorifique du port de Myongpo, dans la nuit. Sur le pont menant là-bas, le directeur Kang fait détonner un piège sous le véhicule de Kim sans prévenir. Les 3 hommes survivent malgré tout, dispersés par l'explosion aux 4 coins du pont. Han-soo se retrouve à se battre avec Kang dans la rivière en contrebas, tous 2 emportés par le courant. Jin Cheol, encerclé par l'équipe de la direction des missions spéciales, se rend sur le moment, avant de s'échapper plus tard, discrètement, pendant son transfert vers le quartier général. Kim, lui, s'empare directement du véhicule de Kang et fonce seul vers le port sans attendre les 2 autres. Min-ji appelle à l'aide. Un gardien l'entend, mais est réduite au silence avant de pouvoir en faire quoi que ce soit. Kim, remontant la piste de la BMW blanche jusqu'au port, trouve une porte latérale dans l'entrepôt, arrivant presque au même instant que Golden Teeth, venu vérifier ce corps qu'il croit encore sans vie. L'histoire revient à un hiver, des années plus tôt, le jour où Kim, Han-soo et Jin Cheol ont emménagé Min-ji dans leur appartement actuel, tous les 3 occupés à monter les cartons dans les escaliers. Pendant que les hommes portaient les meubles, Min-ji, livrée à elle-même, était partie jouer à cache-cache avec des enfants du quartier qu'elle venait tout juste de rencontrer. Et s'était retrouvée enfermée toute une nuit dans un centre pour personnes âgées, tout le monde ayant su poser les lieux vides à cette heure-là. Elle n'a pas paniqué une seconde. Elle a attendu patiemment près d'une fenêtre, a appelé à l'aide un passant qui finissait par remarquer sa présence et est rentrée seule, sans une égratignure, pour finalement réconforter son père totalement affolé plutôt que l'inverse, comme si les rôles s'étaient inversés ce soir-là. Retour au présent. C'est ce même instinct qui la maintient en vie. Enfermée dans le congélateur, elle refuse la proposition de Golden Teeth de la laisser partir si elle garde le silence.
Elle l'a vu ordonner qu'on réduise un gardien au silence, et c'est exactement ce qu'il attend dehors. Kim retrouve et interroge Sangman, qui confirme que Min-ji se trouve bien dans l'entrepôt frigorifique. Kim les prévient tous. Si sa fille est morte, aucun d'entre eux ne quittera ce port en vie. Min-ji se libère seul du sac, réussit à assommer Golden Teeth quand il vient vérifier son état. Elle court. L'histoire remonte une dernière fois, à une mission commune bien plus ancienne, sur l'île de Jeju. Protéger la fille du président américain, alors en visite officielle, d'un projet d'enlèvement soigneusement préparé. 3 agents au caractère diamétralement opposé, coincés dans une même chambre d'hôtel pendant des jours entiers. Kim, discret et précis, presque invisible. Jin Cheol, théâtral et bruyant, incapable de se taire 2 minutes. Han-soo, rigide et facile à titiller, toujours prêt à mordre à l'hameçon. C'est là, dans cette promiscuité forcée, que naît tout ce que les 3 hommes sont encore l'un pour l'autre aujourd'hui, des années plus tard. Retour au présent. Min-ji atteint la nationale 87, trempé, désespéré, faisant signe à toutes les voitures qui passent. Une finit par s'arrêter. Elle remercie le conducteur encore et encore, sans se douter dans quelle voiture elle vient de monter, celle du président Ju Gang-chan en personne. Il y voit un coup de chance. Kim arrive sur l'autoroute quelques secondes trop tard, appelle Sanga pour les caméras de surveillance, et la direction des missions spéciales, de plus en plus solidaire d'un père qui cherche sa fille enlevée, trace les images jusqu'à la voiture de Ju. Chez lui, Min-ji est nettoyé puis amené devant le président Ju, qui perce sa fausse amnésie en quelques minutes. Il lui explique, sans détour, qu'un parent protège son enfant quoi qu'il ait fait. Puis, dans la même phrase, demande ce qu'il faut faire d'une fille qui, elle, veut la voir disparaître. Min-ji tente de fuir. Il n'y a nulle part où aller. Ju ordonne qu'on s'en occupe définitivement, prête à laisser croire qu'un voyou sans nom l'a enlevé puis fait disparaître. Sur un signalement de Kim, la direction des missions spéciales force l'entrée de la propriété. Le président Ju fait cacher Min-ji au sous-sol et appelle un contact haut placé, le vice-ministre de la Sécurité nationale, Im Do-hyun, pour étouffer l'opération avant qu'elle ne commence. Le directeur Kang fouille la propriété sans rien trouver en surface, bloqué par les relations politiques de Ju. Sans qu'il le sache, Han-soo et Sanga sont déjà à l'intérieur, en train de fouiller le sous-sol, entrés séparément sous couvert du raid. Ils retrouvent et libèrent Min-ji, avant d'être interceptés par les hommes de Kang à la sortie. Min-ji se retrouve prise en charge par la direction, endormie de force dès qu'elle commence à paniquer. Ce n'était jamais un sauvetage du côté de Kang. Elle est le seul levier qu'il ait jamais eu sur agent Kim. De loin, Kim observe la scène, neutralise un agent d'escorte et somme par radio le directeur Kang de lui dire où sa fille a été emmenée, le quartier général. Sans se démonter, Kang verrouille l'ensemble du bâtiment en alerte maximale et le met au défi de venir la chercher. Jin Cheol passe chez lui recharger ses armes. Sa femme, malgré tout, le laisse repartir quand même. Han-soo s'infiltre dans le quartier général par une entrée de service, neutralise un employé pour récupérer son badge et progresse vers l'aile de détention. À l'intérieur, le directeur Kang révèle à Min-ji, sans détour, ce que son père est réellement. L'un des anciens agents les plus dangereux que le pays ait jamais produit. Elle refuse d'y croire d'abord, insiste. Ce n'est qu'un simple employé de bureau. Kang est appelé pour gérer l'arrivée soudaine du vice-ministre, et Min-ji est transféré vers une cellule d'isolement. Han-soo la retrouve en plein transfert, la libère, et les deux progressent ensemble à travers les conduites d'aération du bâtiment. Han-soo sabote le système électrique du bâtiment, plongeant tout le complexe dans le noir en quelques secondes à peine. Dans la panique générale, les deux atteignent presque une sortie de secours, droit dans une embuscade menée par le directeur Kang, arme au poing. Jin Cheol arrive à temps pour couvrir leur fuite, d'abord de façon presque comique, avec des munitions à blanc qu'il n'a même pas pris la peine de vérifier, avant que la situation ne dégénère pour de bon et que les deux camps n'ouvrent le feu, cette fois avec de vraies balles. Jin Cheol et Han-soo sont contraints de se rendre, mains en l'air, résignés, au moment précis où la situation bascule entièrement dans l'autre sens. Kim a escaladé le complexe seul, dans l'ombre, a pris son propre otage pour forcer tout le monde à baisser les armes sur le champ. Il retrouve enfin Min-ji. Min-ji-ya, papa est là. On rentre à la maison. C'était le résumé de la première partie du drama Agent Kim réactivé. La deuxième partie arrive très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer.